ces sujets intéressants, les rapports de force et de coopération au sein d'une équipe, comment les gérer et les utiliser au service du collectif. Donc, nous allons ensemble, Nicole et moi, animer ces webinars. Donc, qui sommes-nous? Donc, je laisse Nicole se présenter et je prendrai la suite après. Donc, comme c'est noté ici, j'ai un certain nombre d'années d'expérience dans le conseil. J'ai créé une structure de conseil en ressources humaines et en développement. Je suis coach et avec une bonne pratique de l'accompagnement des dirigeants, des comités de direction, du travail sur l'accompagnement des hauts potentiels et avec une formation qui est autour du coaching systémique et de l'approche neurocognitive. Je travaille avec Alexandra, on travaille ensemble depuis 15 ans maintenant et on a une pratique commune et des convictions communes autour de nos croyances sur le développement. Je te passe la parole, Alexandra. Donc, je suis la directrice de DVA Talent Développement. Je suis comme Nicole, psychologue et coach. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans les ressources humaines. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en entreprise et puis je suis passée de l'autre côté, côté du conseil, dans des contextes et sur des problématiques variées comme la mobilité, la promotion, le développement, la conduite du changement. Ma pratique du coaching, c'est le coaching systémique avec l'approche neurocognitive et comportementale. Et ensemble, avec Nicole, dans ce cadre de développement, d'accompagnement, nous intervenons sur des projets d'assessment center, de coaching, bien évidemment, individuel et collectif, formation, beaucoup formation pratique et l'accompagnement humain des transformations que nos différentes organisations connaissent. Donc, juste un petit rappel, si vous voulez bien couper les micros, parce que parfois on l'oublie et c'est gênant pour les auditeurs. Et ce webinaire, juste pour que vous le sachiez, sera enregistré et mis à disposition en replay, parce qu'on nous a beaucoup demandé ça. Donc, il sera, je ne sais pas, à votre disposition dans une semaine ou deux. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui? Donc, on s'était dit qu'avant de parler des rapports de force et coopération, il est important de poser les bases, c'est-à-dire avoir tous un langage commun. Qu'est-ce qu'une équipe soudée? Ensuite, pourquoi ça ne marche pas toujours malgré les implications des ressources humaines, des managers, des collaborateurs eux-mêmes? Est-ce que l'instant joue-t-il un rôle? Et ça sera l'occasion d'aborder justement le positionnement et les comportements grégaires, la confiance en soi et dans les autres, pour in fine aborder ces rapports de force et rapports de collaboration. Comment va-t-on maintenir une équipe soudée, que ce soit en tant que manager, RRH, mais aussi en tant que membre de cette équipe? Comment gérer les comportements grégaires? Et comment DVA Talent Management peut vous aider à maintenir, à gérer chaque collaborateur, mais aussi à gérer l'équipe. Alors, Nicole, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une équipe soudée selon notre benchmark, pour ainsi dire? Oui, alors, une équipe soudée, c'est quoi? En fait, c'est une équipe dans laquelle règne la notion de confiance mutuelle. La confiance mutuelle, c'est les coéquipiers qui sont transparents, honnêtes, plutôt authentiques, en fait, les uns envers les autres. Ils sont capables d'établir, sans avoir de crainte, une vraie relation de confiance avec les autres et sans vulnérabilité. C'est une équipe qui maîtrise le conflit. En fait, maîtriser le conflit, c'est aussi oser le conflit, parce que en fait, on sait qu'un conflit, des désaccords avec des débats constructifs, c'est positif.
à l'inverse de ce que l'on peut imaginer. Et il est important de ne pas esquisser le conflit, mais le maîtriser. C'est un engagement face aux décisions, c'est-à-dire qu'on discute en amont, on donne son point de vue, on s'affirme. Et dans la mesure où on a eu l'impression d'avoir un espace pour s'exprimer, en fait, on finit par être d'accord et s'engager tous ensemble dans la décision, avec la notion de responsabilisation mutuelle, puisque chacun est engagé, les territoires sont définis et les actions peuvent être portées et tenues. Et puis avec une orientation sur des résultats collectifs, parce que là, c'est bien sûr l'objectif ultime autour de la confiance, avec des conflits qui ont été maîtrisés, un engagement sincère et une prise de risque collective. On est tous engagés sur des résultats. Alors, ça, c'est évidemment, on rêve d'avoir l'équipe soudée qu'on vient de décrire, mais ça ne marche pas toujours comme ça, parce que d'abord, le fonctionnement en équipe, ce n'est pas si facile. Nous, on le voit parce qu'on a nos clients qui nous demandent régulièrement de les accompagner, de faire du team building, de travailler avec eux sur une équipe qui dysfonctionne un peu, des personnes qui n'ont pas leur place dans le groupe, parce que effectivement, il faut prendre sa place dans un groupe, il faut dire ce qu'on pense, passer dans le collectif, passer du chacun pour soi au tous ensemble et gérer les conflits. Et ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage bien sûr et de l'accompagnement, mais les résultats finalement ne sont pas toujours garantis. Pourquoi? Parce que en fait, dans le groupe, il y a une place que l'on prend qui est, chaque individu prend une place qui est instinctive, plutôt de l'ordre de l'irrationnel et de l'inconscient, donc avec des éléments qui nous échappent en tant qu'individu et manager. Et c'est ce que l'on appelle le positionnement grégaire dont nous allons vous parler, avec la coexistence de rapports de force et de collaboration. Alex, peux-tu nous parler de ce que sont ces rapports de force et de collaboration dans le positionnement grégaire? Bien sûr. Alors, donc, le positionnement grégaire, quel est le rôle du positionnement grégaire? Donc, Nicole vous a dit qu'on est là dans l'instinct, dans l'irrationnel. Donc, ce positionnement grégaire, il va positionner chaque individu dans un groupe selon une hiérarchie instinctive. C'est quasi animal. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie de cette famille de longue chaîne de mammifères. Donc, le rôle, donc, le positionnement grégaire, il assure la régulation des rapports sociaux, principalement hiérarchiques, entre les individus. Il organise la vie en groupe et puis il limite les rapports de force, donc il limite les conflits, les combats et structure les rapports de coopération pour assurer la survie collective. Ça veut dire quoi cette survie collective? Ça veut dire quoi? C'est la structuration des rapports de coopération. Ça veut dire que selon instinctivement, chacun a sa place et comme dans un groupe, et la hiérarchie entre les individus est durablement établie. En fait, le positionnement grégaire se manifeste dans nos interactions avec les autres, qu'il s'agisse de collègues, qu'il s'agisse de membres de notre famille, qu'il s'agisse d'amis, qu'il s'agisse de groupes d'étrangers, je ne sais pas, dans un bus, dans un magasin, c'est dans le rapport aux autres. Et quand le positionnement grégaire prend la main, on parle aussi de gouvernance grégaire, parce que quand tout ça prend la main, on dira volontiers de notre comportement ou du comportement de l'autre, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que lui, parce que c'est instinctif, parce que c'est irrationnel, parce que c'est génétiquement programmé. Donc, le positionnement grégaire, il va déterminer
notre degré d'aisance spontanée dans un groupe, ce qui va nous conduire à un positionnement instinctif au sein du groupe. Et on va voir que selon ce degré de confiance, on peut prendre plusieurs positions au sein d'un groupe. Alors, le positionnement grégaire, si vous voulez, à l'origine des rapports de force irrationnels et inconscients, il y a deux axes. Il y a l'axe de la confiance en soi et l'axe de la confiance en l'autre. Donc, pour la confiance en soi, si je me positionne sur cet axe, il y a deux possibilités. Je suis soit dominant, soit soumis, instinctivement. Sur l'axe confiance en l'autre, je peux être en complète intégration, complètement intégré à un groupe. Si j'ai moins de confiance en l'autre, je suis complètement marginal. Donc, dès que je ressens des rapports de force instinctifs, dès que je sens devant moi quelqu'un qui se positionne dans un rapport de force, je vais instinctivement soit être dominant, soit être soumis, soit être intégré, soit être marginal. Donc, et ce rapport, si vous voulez, ce positionnement grégaire sur ces deux axes s'établit assez tôt dans l'enfance, dit-on. Il évolue un peu à l'adolescence, mais vraiment très peu. Et une fois installé, si vous voulez, il fluctue, il varie très peu. Donc, la confiance en soi, je répète, c'est l'assurance que l'on a spontanément et le sentiment instinctif de sécurité au sein d'un groupe. Donc, plus je me sens en sécurité, plus je vais m'intégrer. Et vous allez voir, plus je me sens en sécurité, plus je vais adopter la position centrale, qui est la position assertive. Donc, le positionnement grégaire se joue dans la relation avec les autres et dans un contexte, en particulier en fonction des personnes que je rencontre. Je peux être soit dominant, soit soumis, soit intégré, soit me marginaliser. Donc, c'est toujours, le positionnement grégaire, c'est toujours en relation avec les autres. Donc, voilà les deux axes. Nous avons l'axe donc vertical, c'est l'excès de confiance en soi en haut et le déficit de confiance en soi. L'axe horizontal, vous avez le déficit de confiance dans l'autre et l'excès de confiance dans l'autre. En fait, et au milieu, vous avez la position assertive. Vous devez vous imaginer, l'assertivité, c'est le degré 0. C'est une échelle de 0 à 5, en 5 points. Ça veut dire 0, c'est assertif, et les extrémités, c'est-à-dire les points 5 vers le point 4, 5, nous sommes déjà dans les cas pathologiques. Donc nous, dans le milieu professionnel, le plus souvent, on a des personnes qui tournent autour de 1, 2, 3. Donc, par exemple, si quelqu'un dont le positionnement grégaire est en 2 sur l'échelle de la soumission, donc on est bien dans le déficit de confiance en soi, il va voir son positionnement grégaire fluctuer assez peu. Il pourrait éventuellement se montrer un peu plus dominant face à une personne plus soumise que lui, mais ça va varier très peu parce que le positionnement grégaire ne supporte pas trop la variation et il s'autorégule rapidement. En fait, et la position la plus intéressante, c'est la position assertive, parce que ça veut dire qu'instinctivement, la personne qui est assertive a la capacité à agir au mieux dans son intérêt, sans négliger les intérêts des autres. Il est capable de défendre son point de vue
sans anxiété, mais sans non plus agressivité. Il est capable de s'exprimer avec sincérité et aisance. Il peut parler de ses émotions, il peut parler de ses sentiments. Et il est capable aussi d'exercer ses droits sans dénier ou sans faire abstraction des droits des autres. Donc, l'excès de confiance en soi, le dominant, c'est quelqu'un qui se sent supérieur aux autres, notamment aux individus qui sont moins dominants que lui, et il s'arroge plus de droits. À l'opposé, nous avons le soumis. Il faut dire que le soumis va se mettre sous la protection du dominant. Il se sent inférieur aux individus plus dominants et il s'accorde moins de droits qu'à eux. Donc là, nous sommes dans l'axe de la confiance en soi. Sur l'axe de la confiance dans les autres, dans l'axe horizontal, nous avons l'excès de confiance dans l'autre. Donc, c'est la personne intégrée, complètement intégrée, qui a une attirance spontanée, instinctive, irrationnelle pour le groupe. Et à l'opposé, nous avons le marginal, donc qui souffre d'un déficit de confiance dans l'autre. Et lui, il manifeste un rejet spontané du groupe. Alors, Nicole, comment on va faire? Comment se manifeste le dominant, le soumis, l'intégré, marginal? Comment concrètement peut-on le reconnaître quand nous sommes collègues, managers ou RRH? Donc, on va vous faire un descriptif de ce que sont les dominants, soumis, intégrés ou marginaux. Ça va tout de suite vous parler. En fait, dans ce que l'on va évoquer là, j'imagine que vous allez retrouver tel ou tel collègue ou collaborateur. Avant de décrire, on rappelle bien que là, dans ce positionnement grégaire, c'est vraiment le cerveau limbique qui prend le pas, que ça nous échappe totalement et qu'il est donc important de ne pas se dire ça c'est un mauvais ou bon comportement, il n'y a pas de meilleure position que d'autres, c'est un élément qui de toute façon nous échappe et qu'on retrouve encore plus dans un groupe comme Alexandra l'a exprimé, parce que finalement la notion de groupe dans laquelle le positionnement grégaire s'exprime est souvent insécure en fait, et cette notion d'insécurité amène ces comportements. Alors, le dominant, son objectif, c'est souvent de créer le doute. En fait, il est dans une position haute, vous le connaissez, c'est celui qui parle beaucoup, qui occupe de la place, qui coupe la parole, qui aime se mettre en avant, il a un côté flatteur et séducteur. C'est quelqu'un qui a des positions fortes, qui ne se remet pas toujours et très facilement en question. Il a une capacité de manipulation et notamment, vous reconnaîtrez aussi cette phrase, je crois, ça peut être, moi je dis ça mais je dis rien, et il cherche la déstabilisation. Et en fait, dans un groupe, il repère immédiatement les soumis parce que ça va devenir sa cible, en fait. C'est quelqu'un qui cherche à tout prix à ne pas perdre la face, en fait, qui veut garder le lead et avec quelquefois une limite en matière de mauvaise foi. Si ça ne va pas, il peut prendre la position de Calimero. Bon, bah, si c'est ça, moi, je préfère arrêter, je m'en vais, je sors de cette réunion. Et avec le sentiment d'être victime d'une injustice. Si on faisait le lien avec l'environnement des élections en ce moment, je vous laisse imaginer dans les personnes qui sont autour de nous, quels seraient ceux qui auraient une posture de dominant, et ce n'est pas si difficile à reconnaître. Sur le soumis, en fait, le soumis, lui, c'est assez bizarre, mais il se voit
toujours trop dominant. Donc, il se met toujours en position basse. En fait, il sait pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Il est toujours dans le oui avec une hyper disponibilité. C'est quelqu'un qui se sent en imposture, qui se sent illégitime. On parle bien du groupe, n'est-ce pas? Il est arrangeant, il demande de l'aide, il est toujours en position basse avec la volonté de plaire à l'autre, en fait, sans cesse. Et finalement, c'est presque toujours de l'insatisfaction. Il veut tout le temps plaire et il n'y arrive pas si bien que ça. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il va avoir pitié du Calimero, en fait, et ça pourrait même, il faut faire attention parce que il va avoir pitié du Calimero, le Calimero qui va aussi le victimiser, et là, on pourrait même être dans un système de triangle dramatique. En fait, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui porte une responsabilité qui n'est pas la sienne quand le dominant fait preuve de mauvaise foi. Là aussi, je pense que ça fait référence pour vous à des profils dans les groupes que l'on retrouve assez régulièrement. Sur l'intégré, en fait, l'intégré, lui, il a une confiance totale dans les autres, en fait, ce qui est une posture agréable. Il a de l'aisance, avec malgré tout une notion de naïveté qui fait qu'il peut risquer de se faire avoir. Pour lui, tout est possible. En fait, il dit oui. Il y a un optimisme débridé. Ça va aller. Il n'y a pas d'anticipation sur ce qui peut se passer. Et c'est quelqu'un qui, de temps en temps, peut être, on parle là d'illumination ou le côté un peu perché parce que tout est possible. Il n'y a pas trop de lien avec la réalité quand on est un peu dans les excès. Donc, c'est le profil de quelqu'un de facile, mais qui peut être utilisé. En fait, on dit de lui, on va lui demander, lui, de toute façon, il va nous dire oui et ça va marcher. Avec de l'autre côté, le marginal. Le marginal, lui, en fait, il est systématiquement méfiant, finalement sans réalité, c'est irrationnel. Pour lui, l'autre est un danger. Et dans une situation de groupe, c'est quelqu'un qui se retire parce que il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui le met mal à l'aise et il ne peut pas s'empêcher de se retirer. C'est quelqu'un qui n'aime pas les réunions, qui aime sortir du lot, être différent. Et c'est quelqu'un qui est très introverti, qui parle peu, qui se met évidemment jamais en avant, qui parle peu de ses réalisations et évidemment jamais de sa vie personnelle. Pour lui, l'extérieur est un danger et donc il se protège systématiquement. Voilà pour les quatre positionnements grégaires que l'on peut identifier. Avec au centre, on a cette notion d'assertivité que Alexandra a présentée, a commencé à évoquer tout à l'heure et qu'elle va nous repréciser maintenant. Donc, l'assertivité, c'est le point zéro, donc situé entre la soumission et la dominance, entre la marginalité et l'intégration. Donc, comme Nicole vous l'a dit, nous sommes ici dans le cerveau limbique. Parce que quand on dit dans l'approche neurocognitive et comportementale de quelqu'un qu'il est assertif, il ne s'agit pas de l'habilité, ce qu'on on dit dans le langage de tous les jours, c'est quelqu'un d'assertif. Et quand on dit que c'est quelqu'un d'assertif, on pense spontanément à de réelles capacités comme l'intelligence émotionnelle, l'empathie, vous voyez l'intelligence des situations. C'est pas le cas ici.
Parce que l'assertivité dans l'approche neurocognitive, on est dans le limbique. Quand on parle dans le langage de tous les jours de quelqu'un assertif, c'est quelqu'un qui a des capacités. Et pour, je dirais, mobiliser cette capacité, on passe du limbique au cortex, et on dit au cortex préfrontal. Donc, c'est quelque chose de réfléchi, de pensé, alors que l'assertivité par rapport à ce positionnement grégaire, elle apparaît de manière instinctive. Et on peut dire que c'est vraiment un talent intrinsèque. La personne instinctivement, spontanément, naturellement prend cette position-là, elle ne fait aucun effort. C'est pour ça, si on part de la définition initiale du talent, on a un talent, le talent c'est quoi? C'est quand on fait quelque chose sans aucun effort et on le fait bien. C'est exactement cette position assertive. Donc, comme je vous le disais, quelqu'un d'assertif, dans un positionnement grégaire assertif, il agit au mieux dans son intérêt, sans faire abstraction des intérêts des autres. Il défend son point de vue sans anxiété exagérée, sans agressivité, sans blesser les autres. Il parle avec sincérité, avec confiance, avec aisance, de ses sentiments, de ses émotions. Et il va exercer ses droits sans dénier ceux des autres, sans faire abstraction des besoins, des motivations, des intérêts des autres. Et tout ça, c'est spontané, c'est instinctif, c'est irrationnel. Donc, on peut parler de talent intrinsèque. Alors, donc, il ne faut pas oublier que c'est vécu du positionnement grégaire. Donc, quand je sens devant moi un rapport de force instinctif, je mets en place, je me mets soit en position de dominant, soit en position de soumis, soit en position de marginal, soit en position d'intégré. Et ces vécus sont stéréotypés, c'est-à-dire que chaque fois que je rencontre, où j'ai l'impression d'être confrontée à un rapport de force, je réagis toujours de la même manière. Si je me trouve face à un dominant, si je perçois en face de moi un dominant, de manière systématique, je vais réagir en soumis. C'est instinctif. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réflexion, avec ce qu'on appelle notre cerveau supérieur, qui est le cortex. C'est génétiquement programmé depuis des millions d'années, puisque le limbique, le cerveau limbique, et après le reptilien, notre cerveau le plus ancien, sont invariants. Donc, ça fluctue, ça varie très, très peu, et ils sont incapables d'apprentissage. Ça, donc, stéréotypé. Donc, on a vu maintenant le côté individuel. Si vous voulez, maintenant, Nicole va, si tu veux bien, nous présenter comment on va faire avec ces comportements grégaires pour maintenir une équipe soudée. Alors, comment va-t-on faire? Je veux bien le slide précédent, s'il te plaît. Merci. Alors, comment faire? Les éviter, les combattre, les sanctionner? En fait, pas si facile. On vient de l'évoquer. On a parlé d'invariants, on a parlé de difficultés à faire bouger les lignes. Pour nous, aujourd'hui, c'est difficile. Il va falloir, comme on dit, faire avec. Et faire avec, c'est d'abord les identifier et c'est finalement les accepter et en tirer parti. Ça va être une ligne de force dans ce que nous allons évoquer avec vous maintenant, c'est finalement les accepter et en tirer parti. Comment va-t-on
grâce à tel comportement, ce dominant, s'est intégré, l'utiliser dans telle ou telle situation. Parce qu'on pourrait aussi dire, on va donner accès à une formation, on va conseiller, on va suggérer d'autres comportements. Oui, bien sûr, et nous-mêmes, nous sommes appelés pour le faire, et ça marche, mais avec une certaine prudence. PG, monsieur, veut dire comportement grégaire, en fait. Positionnement grégaire. Et donc, c'est quelque chose qui va bouger à la marge, mais très, très peu. Donc, nous, on dit, oui, bien sûr, une formation, mais c'est plutôt pour une prise de conscience de qui l'on est quand on est dans un groupe que pour une volonté de mouvement. Donc, on va prendre en considération ce qui existe, on fait un état de l'existant, on va l'accepter, en tirer parti et l'utiliser. Parce que, en fait, comment va-t-on faire avec ce positionnement grégaire? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que par rapport à ça, la position la plus idéale, c'est de rester neutre et détaché sur la forme. On dit impliqué sur le fond. En fait, c'est accepter l'état du sujet, parce que finalement, la personne qui est en positionnement grégaire dominant, c'est lui seul qui va pouvoir s'en sortir et travailler avec ce positionnement. Parce que les comportements grégaires sont des systèmes autorégulés. En fait, c'est la personne elle-même qui s'en sort. Si nous cherchons finalement à l'en tirer, si on cherche si on lui demande d'adopter un autre comportement, on va renforcer le comportement initial et on n'aura aucun résultat. En fait, il faut que nous, on ait conscience du fait qu'on ne va pas pouvoir lui permettre de sortir de ce nouveau comportement. Ce qu'on peut faire seulement, c'est aider l'autre au travers de quelques questions à réfléchir, peut-être à y réfléchir et à comprendre ce qui se passe en lui disant bon, veux-tu que nous parlions de ce qui était arrivé tout à l'heure? Mais en fait, il est important à ce moment-là d'avoir une posture basse, de poser quelques questions et d'amener l'autre à s'autoréguler. Et ça, c'est important. Cette notion d'autorégulation est un concept important sur le positionnement grégaire parce que c'est la personne elle-même qui va pouvoir régler son sujet. Bon, en fait, et puis nous, ce qu'il est important de se dire, c'est que peut-être on ne va pas y arriver et que rien ne sort de se presser. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est de se dire on va peut-être aider l'autre à cheminer. Il est important aussi que la personne ne sente pas de jugement de valeur sur ce sujet et qu'elle ne se sente pas, comment dirais-je, elle ne se sente pas catégorisée, en fait. Alors, Alex, as-tu d'autres choses à ajouter sur ce sujet? Ou on va plutôt parler de comment gérer le PG et ce qu'il ne faut pas faire? On a choisi de commencer par ce qu'il ne faut pas faire, parce que parfois, pour certains, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour accéder petit à petit à ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas oublier, il faut bien avoir en tête que le positionnement grégaire, donc le PG est un comportement archaïque, on dit même animal, et que se comporter de façon grégaire, si vous voulez, en prenant la position opposée à celle de l'autre, ça risque d'envenimer la situation. Vous êtes soumis, je deviens dominant,
où je suis dominant, l'autre va devenir encore plus soumis. Donc, prendre le positionnement opposé ne sert à rien. Ensuite, évitez de se laisser impressionner par le comportement grégaire de votre interlocuteur, notamment par les dominants. Ça peut impressionner les personnes plus soumises et parfois même les intégrer. Donc, vous voyez, ceux pour qui tout est possible, tout est beau, tout est permis, ça peut impressionner, notamment un marginal peut être impressionné par une personne très intégrée. Éviter de récompenser ce comportement ne se laisse que par le laisser faire. Donc, quelqu'un qui est très dominant, donc qui a tendance à blesser les autres, à les manipuler, à faire abstraction de leurs droits. Donc, sous prétexte qu'il obtient de bons résultats, qu'il a de belles performances, on peut laisser faire. Et puis, dans le non-verbal, peut-être regarder l'autre longuement droit dans ses yeux. Vous voyez, un dominant, il va se sentir agressé. Ou quand vous êtes face à un dominant, fuir son regard, abaisser le regard, vous sentez bien que c'est plutôt le non-verbal des personnes soumises et le dominant, le soumis, les personnes soumises sont sa cible. Ensuite, le positionnement grégaire est un comportement instinctif, donc inconscient. Donc, ça ne vaut pas la peine sur le coup de conseiller, de suggérer ou d'essayer même de sanctionner. On va discuter sur les contenus. Donc, on ne va pas discuter sur les contenus du positionnement grégaire. On va laisser passer. Et quand la personne va être un peu plus calme, c'est là qu'on va le questionner pour l'aider à réfléchir. Évitez d'essayer de convaincre l'autre que vous avez raison et que lui, il a tort. Vous risquez une sorte de surenchère, donc ça peut partir d'un malentendu jusqu'à un conflit très, très agressif parce que vous ne faites autre chose que jeter de l'huile sur le feu. Et puis, comme Nicole l'a dit, le système du positionnement grégaire est autorégulé. Donc, évitez de se faire des illusions quand le sujet bascule subitement vers le pôle opposé, parce que l'instabilité est toujours là. Je suis soumis et pour une raison ou une autre, j'ai rencontré quelqu'un de soumis devant moi, donc du coup, je vais adopter un comportement grégaire dominant, mais ça va être de très courte durée. Je vais revenir, je veux m'autoréguler et je veux revenir à mon positionnement grégaire d'origine. Donc, Nicole, maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour gérer les positionnements grégaires? Alors, on commence à l'identifier déjà dans ce que tu nous as dit sur ce qu'il faut faire. En fait, puisque quand le positionnement grégaire est archaïque, donc animal, en fait, c'est important de se détendre, de ne pas fixer le regard des autres. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'avis et de ne pas juger les comportements. On se rend compte que dans l'entreprise, dans les groupes, finalement, on parle de telle personne qui prend trop d'espace, de telle personne qui ne s'exprime pas assez dans un groupe, de tel autre qui dit oui tout le temps ou de tel autre qui se met en retrait. Et il y a beaucoup trop de jugements de valeur autour de ça, et ce qui ne fait que renforcer finalement les comportements que nous venons d'évoquer. Donc, c'est important de rester neutre, objectif, de ne pas chercher à faire bouger les choses et de rester sur quelque chose
techniques. En fait, fixer des limites sur ce qui est finalement acceptable ou non dans un fonctionnement en groupe. Des limites qui, elles, seront plus rationnelles sur, par exemple, bon, bah, notre objectif, c'est de sortir d'ici avec une feuille de route et des décisions, rester là-dessus et ne pas se mettre sur les fameux comportements, parce que sans ça, on ne fera que renforcer les attitudes. En fait, c'est important aussi d'accepter la réalité. Les gens sont comme ça, finalement, et on va faire avec. Et puis de relativiser, de chercher aussi, finalement, les situations qui ont amené un déclenchement d'un comportement grégaire, parce que ça, on va savoir les identifier avec le temps. Quel élément fait que telle personne monte au rideau? Quel élément fait que telle autre personne, finalement, se replie sur soi? Et ça, l'identifier et le prendre en compte, c'est la meilleure chose qui puisse être faite pour faire bouger le groupe. En fait, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des situations récurrentes qui, à chaque fois, amènent les mêmes comportements. Et avec ces comportements-là, on aura un mode de communication spécifique dont tu pourrais nous parler, Alexandra, nous donner quelques exemples. Comment communiquer avec un PG dominant ou un PG soumis. On va là vous donner quelques exemples d'attitudes à adopter. Alors, donc, comment communiquer avec un positionnement grégaire dominant? Donc, Nicole vous l'a déjà dit, c'est l'attitude neutre, posée, ouverte, non naïve et non craintive va un peu refroidir la dominance. Après, évitez de chercher à vous affirmer. Il ne s'agit pas de vous effacer, de nous effacer devant le dominant, mais sans pour autant chercher à prendre le dessus de la situation. On parle aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technique du TGV avec un dominant. Ça veut dire quoi? Je reste comme sur des rails. Je reste sur mon objectif, sur ma ligne de conduite, neutre, impassible, ferme. Quand il veut m'amener à droite ou à gauche, n'oubliez pas que c'est un sacré manipulateur, le dominant, et que son objectif, c'est de m'amener là où il veut que j'aille. Donc, la technique du TGV, 300 km/h, centré sur l'objectif et sur votre ligne de conduite. C'est important aussi d'avoir, dans cette attitude neutre, posée, ouverte, doit être en même temps directe, sans violence. Il est préférable d'être ferme et factuel, poli et affirmé, et en dire le moins possible. Donc, plus on dit, plus on parle devant un dominant, plus on risque de se justifier et plus on va lui tendre des perches pour qu'il nous manipule, pour qu'il nous amène là où il veut. Et bien évidemment, quand on dit rester factuel, il s'agit de pas de jugement. Avec un dominant, mais avec tous les autres aussi, il y a des questions intéressantes, mais juste après cette phase, une fois que le positionnement grégaire s'est autorégulé, une fois que la personne, le dominant, est sorti de ce comportement grégaire, on peut après coup lui dire, poser des questions simples, tu n'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Vous voyez, un dominant qui veut vous imposer, qui défend ses droits, qui dit que les autres sont mieux lotis que lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être lui dire aussi, je connais bien ce que tu vis, ça m'arrive, je comprends bien l'état dans lequel tu es.
je ne sais peut-être pas tout, est-ce que tu peux m'expliquer? Lui demander des arguments factuels. Qu'en penses-tu? Je comprends que ce que tu penses, je comprends que cela te pose problème, ce n'est pas simple à résoudre, vous voyez, il y a je reste en position haute sur la question, mais je l'oriente vers la réflexion et je lui demande des arguments factuels. Donc, après, comment on va communiquer avec un soumis, un positionnement grégaire soumis? Donc, lui, vous avez vu, c'est quelqu'un de très effacé, qui se met sous la protection du dominant, qui se met sous la protection de la force. Évitez de le pousser, évitez de l'exposer, évitez de le propulser comme ça, d'un seul coup, d'un seul, je dirais, dans des activités, dans la coopération transversale, dans des groupes projets, parce que lui, il va être mal, il va être très mal. Et trouver un juste équilibre entre ne pas trop l'exposer, mais en même temps, lui donner des responsabilités. Ne pas le priver des responsabilités qui sont adaptées, j'ai envie de vous dire, à son adaptabilité intellectuelle. Avec le soumis, tout ce qui peut amener à la réflexion, un peu d'humour, qui l'aide à trouver seul et à découvrir seul ce qui se passe, est à conseiller. Donc, l'idéal, c'est de l'aider à lui faire prendre conscience qu'il a un problème, reconnaître son ressenti, considérer la difficulté, vous voyez, ne pas relativiser ou ne pas dédramatiser la difficulté, et reconnaître que cet état, ce positionnement grégaire de soumis, est pour lui un problème. Et toujours sans jugement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Il y a un comportement qui peut être adapté à une situation et moins adapté à une autre situation. Comment on va communiquer avec un marginal? Donc, le marginal, donc c'est celui qui se met toujours donc à l'écart du groupe. Il faut prendre son discours au sérieux, donc ne pas rigoler, ne pas dire que c'est facile, donc éviter, enfin, dire non mais c'est facile de collaborer, regarde les collègues sont sympathiques, le projet est très agréable, très challengeant, etc. Ça risque de l'enfermer davantage dans sa coquille. Il faut adopter une attitude légèrement incrédule et dubitative, c'est-à-dire qu'on n'approuve pas son comportement, c'est ce qu'il nous dit, mais en même temps, on ne discrédite pas. Donc, au moyen toujours de questions, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je reconnais ce que tu vis, ça peut m'arriver à moi aussi. Explique-moi quand ça arrive, avec qui ça arrive, etc., etc. On peut l'aider à réfléchir, mais on évite de s'opposer ou de le contrarier. Avec l'intégré, comment va-t-on communiquer avec un positionnement grégaire intégré? N'oubliez pas que lui, un peu, c'est le naïf de service. C'est le perché, l'illuminé de service. Lui, tout est beau, tout est possible, tout est permis. Vous voyez, tout c'est lui, il se confond avec le groupe. Donc, pour faire face à cette naïveté, qui est intéressante dans certaines situations, mais qui peut être dangereuse dans d'autres, on va le pousser, on va encourager le doute, pareil par des questions. On va encourager la précision, puisque l'intégré, il n'est pas trop précis. On va encourager aussi la réflexion aux avantages, aux inconvénients, etc. Donc, et on va lui demander de la précision et du factuel parce que l'intégré a tendance à nous faire des descriptions floues et des solutions limpides pour ceux qui savent.
Donc, du coup, il parle comme si vous saviez et vous ne comprenez rien. Donc, le pousset, doute, précision, réflexion. Et c'est intéressant, notamment en tant que manager et RRH, de garder, et même comme collègue, de garder une certaine distance avec l'intégré pour qu'il ne vous... Voilà, il peut être pour certains, pour un marginal, pour un soumis, il peut être intrusif. Ils peuvent être perçus comme intrusifs tellement c'est facile pour lui et tellement il est à l'aise dans le groupe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nicole, sur comment faire, comment gérer? Je dirais surtout comment maintenir une équipe soudée, en fait. D'accord. Comment va-t-on travailler sur cette notion? En fait, bon, on évoque depuis maintenant le début de cet échange. On a ces comportements grégaires dominants, soumis, intégrés, marginal et assertifs. Et vous l'aurez compris, pas si facile à faire bouger. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'observer et identifier la place adoptée par chaque membre de l'équipe, ainsi que les rapports de force ou de coopération qui se déploient au sein du groupe. Autrement dit, les nommer, les gérer et les traiter. En fait, qui peut faire ça? Finalement, le manager de cette équipe, le chef de service, le RH à qui on aurait demandé d'intervenir, et avec une approche, comme on l'a dit, qui est une approche qui sort du jugement. Et ça n'est pas si facile, parce qu'on a assez vite un avis, un jugement sur telle personne qui est trop présent, qui coupe la parole, telle autre qui ne dit rien. Et donc, il faut s'extraire de ça, parce qu'on ne l'a pas complètement évoqué non plus, mais finalement, sur les positionnements grégaires, les gens qui sont dans cette situation sentent les choses. En fait, le non-verbal, l'attitude, le regard est très souvent et très vite ressenti comme un jugement de valeur. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un « non, mais là, tu es insupportable parce que tu es un dominant », mais sans le dire, le dominant sent très bien ce que les autres pensent de lui. Donc, comme vous l'avez vu, faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est dominant ne sert à rien. Tous ces petits signes, ce non-verbal, sont importants. Donc, se mettre dans une posture individuelle et collective de non-jugement est important. Il faut aussi éviter de se faire trop mal, repérer les contextes et comportements gâchettes pour le positionnement grégaire. En fait, un comportement gâchette, c'est celui qui ne fait qu'exacerber l'attitude de chacun. Pour un dominant, si on lui dit bah, non mais tu as tort là-dessus, tu as mal fait ce qu'on t'avait demandé de faire, on est sûr que pour lui, c'est un comportement gâchette et qu'il va se remettre, il va suractiver sa posture de dominant. Et on a beaucoup de situations comme celle-ci que l'on pourrait éviter quand on a identifié finalement les comportements des gens. Et puis, on peut aussi avoir une attitude beaucoup plus subtile, beaucoup plus positive et beaucoup plus opportuniste et confier des missions qui activent les comportements grégaires. Par exemple, sur une équipe projet, eh bien, mettre un intégré qui est très dans le lien, dans le collectif, dans le positif, pour travailler dans une équipe projet, eh bien, c'est tout à fait adapté. Une situation où
où on est dans un contexte de relations délicates, où il faut s'afficher avec plus de conviction, eh bien, le comportement du dominant peut aider à faire avancer les situations. Et on pourrait avoir pas mal d'exemples comme ça, en se disant, eh bien, et c'est presque la notion de tirer sur des talents ou tirer sur des comportements. On va utiliser ce qu'est cette personne dans un groupe pour faire avancer la situation. Et puis, en dernier point, et ce n'est pas le moindre, c'est aussi reconnaître les états extrêmes, source de souffrance pour soi et pour les autres. Les états extrêmes, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure, quand sur la ligne de 0 à 5, on commence à être à 3,5, 4, 5. Et là, finalement, c'est la notion de pathologie, avec pour le dominant le côté pervers, pervers et harcèlement. Sur le soumis, c'est le côté harcelé, la notion de souffrance ou même de faire souffrance, de faire souffrir avec la dimension de victime du dominant. Sur l'intégrer et l'excès de confiance, c'est le risque de se faire extrêmement exploiter et d'être complètement sorti du cadre. Et puis sur le marginal, c'est l'isolement total avec un risque psychologique fort. Donc, il est important de reconnaître ces états-là, de les signaler et de les accompagner. Alexandra, je te repasse la parole pour savoir comment DVA peut vous aider dans ces contextes. Alors, ce que on accompagne de différentes manières les clients qui nous sollicitent. Donc, je dirais le minimum, c'est une sensibilisation des séances, une ou plusieurs séances de sensibilisation au fonctionnement du positionnement grégaire, à la fois pour les collaborateurs, pour les managers ou pour les RRH. Donc, il y a des sessions à la fois, on peut mélanger collaborateurs, managers, RRH, où il y a des entreprises qui choisissent de faire séparément les collaborateurs d'un côté, les managers, puis les RRH. Il y a ensuite, en fonction des enjeux d'une équipe, des objectifs qu'elle doit atteindre, de la performance attendue, des éléments bien évidemment perturbateurs, et à ce moment-là, on va être sollicité pour accompagner ses collaborateurs critiques avec l'approche neurocognitive et comportementale qui va permettre à la personne d'être un tout petit peu elle-même, en état de vigilance, anticiper les situations où elle peut se retrouver dans des rapports de force qui pourront déclencher soit un péché dominant, soit soumis, soit intégré, soit marginal. Et puis, dans les accompagnements des collaborateurs, je peux vous donner un exemple. J'ai accompagné un manager de proximité qui était quelqu'un d'intégré. Il était tellement intégré, tout était possible, tout était permis, il ne voyait pas le risque, il ne voyait pas les inconvénients, que son manager, dans son N+1, a vu un peu la catastrophe arriver. Vous voyez? Donc, et du coup, il a demandé un accompagnement de ce manager qui avait des qualités par ailleurs très intéressantes, mais dans ses rapports de force face à ses collaborateurs, tout était permis, tout était possible. Donc, je vous laisse imaginer les inconvénients d'une telle attitude. Et puis, on peut faire aussi des ateliers pratiques pour les managers. C'est vraiment pratique parce que ce sont des mises en situation concrètes, soit apportées par les managers, soit présentées par nous-mêmes. On va s'entraîner, on va simuler et on va s'entraîner au comportement adapté à la gestion des différents comportements grégaires, dominants, soumis, marginal et intégrés, au sein de leur équipe.
Et bien évidemment, il y a du team building qu'on peut faire autour du positionnement grégaire et du coaching individuel, mais comme on est au niveau de l'équipe, on fait beaucoup de coaching collectif basé sur ce positionnement grégaire. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Non, moi, j'ai trouvé que c'était très clair. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Quand vous dites là sur l'échelle de 1 à 5, on peut le positionner comme ça. Comment est-ce que vous le mesurez? C'est avec un outil particulier? Il existe des outils, mais bien évidemment, il faut être formé à être le plus précis possible. Après, je pense que pour les managers ou pour les RH qui ne sont pas formés, ils ont à leur disposition un outil magique qui est l'observation. Ben, c'est sûr. Voilà. Bien sûr. L'observation, je dirais neutre, sans jugement de valeur, c'est quelque chose de magique. Et puis d'ailleurs, dans tout ce que vous avez décrit, on voit très bien, on identifie très vite dans des équipes ou dans l'entourage ces comportements. Oui. Donc, On les reconnaît bien et assez vite. Alexandra, Oui. tu as une question. Quels sont les comportements qui changent dans le temps? Le problème, c'est que ça ne change pas. Ça varie un tout petit peu, ça fluctue un tout petit peu, mais le positionnement grégaire a horreur des variations, des fluctuations. On parle bien de comportement grégaire, on ne parle pas d'autres types de comportements, de ce positionnement instinctif au sein d'un groupe lorsque j'ai l'impression de me retrouver dans un rapport de force. Ça varie très peu. Et que c'est donc pour ça que ce que l'on dit là, c'est en fait, il est important de l'accepter et il est important de le contourner, mais aussi de faire en sorte que le groupe n'en surajoute pas pour renforcer ce comportement grégaire. Ouais. Oui, quelqu'un pose la question à Alexandra, ce n'est qu'une prise de conscience. C'est un peu plus qu'une prise de conscience, mais c'est déjà une prise de conscience. Et cette prise de conscience est importante parce que si on prend tout de même conscience que, en termes de comportement grégaire, on est dominant, un travail personnel peut nous aider à la marge à faire bouger cette situation quand on est dans un groupe. Et cette prise de conscience peut aider à une autorégulation. Vous avez une autre question? C'est stigmatisant? Non, on l'a dit dès le départ qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement grégaire. Il ne s'agit surtout pas de stigmatiser ou de se sentir stigmatisé. Après, selon les positionnements grégaires, c'est parce que vous voyez bien que ces personnes-là, quand notamment les soumis, les marginaux,
tribunaux, ils se sentent en insécurité. Les conditions sécurisent davantage les personnes. Mais stigmatiser un positionnement grégaire inadapté à la situation ne fait que renforcer le comportement qu'on veut éviter, qu'on veut lui éviter de prendre. Mais dire déjà pour moi c'est marginalisant, c'est déjà un peu un jugement de valeur. Et c'est l'observation, l'acceptation et la neutralité bienveillante. Quelqu'un a parlé d'autorégulation, je n'ai pas eu le temps de lire. L'autorégulation, Mathieu, c'est… Est-ce un changement ou un amoindrissement de son positionnement? C'est un contrôle, en fait. Ouais. C'est un contrôle de son positionnement. D'autres questions, Mathieu? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre participation à ce webinaire et l'intérêt que vous avez montré pour ce sujet. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.